Joël Zask, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de philosophie politique, notamment du philosophe pragmatiste John Dewey, le philosophe américain. Et vous venez de publier Quand la place devient publique, publié aux éditions Le Bord de l'eau dans les collections Les Voix publiques. Voilà, c'est votre dernier essai avec vous en studio. Loïc Blondiau, bonsoir. Bonjour. Bonjour, j'arrive pas. Vous savez, d'habitude, je fais une émission du soir. Je viens de remplacer Olivier Gesbert à l'heure du déjeuner. Donc, j'ai tendance à dire bonsoir. Bonjour. En plus, les rideaux sont tirés. Voilà, nous sommes plongés dans le noir et vous allez nous éclairer, Loïc Blondiau, puisque vous êtes politiste, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez la revue Participation. Ça va nous intéresser aujourd'hui. Vous êtes aussi donc spécialiste de la démocratie participative et vous avez co-dirigé avec Christophe Traini un ouvrage paru aux presses de Sciences Po, La démocratie des émotions, sur le rôle des émotions donc en démocratie, mais aussi le rôle des émotions pour vous, chercheurs en sciences politiques. Une question d'abord sur cette expression que j'ai utilisée dès le début, revitaliser la démocratie, Joël Zask. Est-ce que c'est un projet que vous pourriez endosser? Vous avez l'impression que c'est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui? Non, je pense que c'est un terme très bien adapté et qu'effectivement, ça fait quand même de nombreuses années que je me suis un peu attelée à la question de cette revitalisation, sachant que, surtout si on suit par exemple John Dewey, on peut effectivement rendre compte du fait que lorsque les institutions politiques divorcent par rapport à la culture politique, alors il y a un grand danger en ce qui concerne la démocratie. Et donc le projet de revitaliser la démocratie serait en fait équivalent à celui de renforcer une culture démocratique qui viendrait renforcer, en quelque sorte, consolider, légitimer, mais aussi permettre le renouveau des institutions elles-mêmes. Oui, Loïc Blondiau, je le disais, il y a un peu ces deux dimensions. Il y a la dimension institutionnelle, c'est actuellement par exemple la loi portée par en tout cas le projet de réforme institutionnelle porté par le gouvernement, mais il y a aussi la démocratie comme forme de vie, on va en parler je pense, et aussi voilà, la participation des citoyens. Il y a ces deux dimensions, on a l'impression qu'elles sont parfois antagoniques. Oui, tout à fait. En fait, cette définition de la démocratie comme forme de vie, qui est une définition différente de la démocratie comme institution, elle renvoie bien à cette idée de vitalité démocratique. Et la question de la démocratie, c'est une question effectivement d'institution, c'est une question de droit, donc de culture, mais c'est aussi une question pragmatique, c'est-à-dire dans quelle mesure les citoyens vivent-ils, agissent-ils, font-ils vivre la démocratie dans leur activité quotidienne. Et l'un des points les plus intéressants de la philosophie de John Dewey et aussi de la pensée de Joël Zask, qui est avec nous, c'est justement d'insister sur cette continuité entre la vie politique et la vie sociale. Il n'y a pas deux univers séparés. C'est-à-dire, on ne peut pas être finalement citoyen et très largement spectateur dans la vie politique des démocraties telles que nous les connaissons habituellement et agir comme un esclave ou comme un despote dans la vie sociale ordinaire. Il faut forcément qu'il y ait une articulation entre ces deux éléments. Et donc que la démocratie, elle infuse toutes les institutions de la vie sociale, l'entreprise, l'école, la vie quotidienne, la vie sur les places, autant que la vie politique proprement dite. On arrive à cette distinction qui est importante pour vous dans ce livre, Quand la place devient publique, Joël Zask, entre un public acteur et un public spectateur. C'est une dimension qui vous permet de classer en quelque sorte les places qui sont ou non, enfin plus ou moins démocratiques. Cette distinction, elle est fondamentale. Oui, alors effectivement, par exemple, lorsqu'il a été question dans les premiers moments de l'émission de l'occupation actuelle des places, c'est le terme de revendication qui est utilisé. Le peuple s'assemble sur la place pour y revendiquer quelque chose. Or, c'est précisément cette attitude qui est finalement du côté du spectacle. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de penser la place comme un lieu dans lequel le peuple s'assemble pour revendiquer quelque chose, pour critiquer quelque chose, pour plébisciter quelque chose, mais c'est-à-dire pour définir sa position vis-à-vis d'un pouvoir qui est d'ores et déjà institué, qui va être symbolisé, en l'occurrence, par la statue de la République, en ce qui concerne la place de la République. Ce qui m'a intéressé avec les Nuits debout, mais surtout avec finalement ce qu'on peut appeler en général les mouvements des places, c'est que justement la démocratie, au lieu de devenir simplement plébiscitaire ou contestataire, au lieu de consister à dire oui ou non à un pouvoir qui s'exprime et qui agit, tandis qu'on ne ferions, nous, en tant que citoyens, qu'exprimer des opinions, eh bien, nous investissons des lieux pour y faire des expérimentations. C'est-à-dire pour nous définir en tant que citoyens, pour identifier nos intérêts publics, pour expérimenter, découvrir des modes d'être ensemble, pour aussi créer l'agenda politique, pour
éventuellement définir des projets à plus long terme, etc., etc. Or, cette qualité de proposition est lovée, je dirais, dans la citoyenneté dès ses premières formulations. Mais je dirais que c'est cette dimension-là, propositionnelle, active, pleine d'initiatives, qui a été finalement oubliée, et en plus qui a été largement critiquée dans la mesure où, au sein de toute une littérature, cela a été rejeté du côté de l'entrepreneuriat, de l'entreprise et finalement de l'égoïsme. Une question d'Antoine Mercier. Oui, je sais pas, on sort du journal en parlant de la démocratie au sens traditionnel. Vous dites que la démocratie infuse, qu'elle descend sur les places. Est-ce qu'elle n'est pas aussi en train de déserter finalement le sommet, ce qui est peut-être embêtant aussi? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'en fait, le propos, par exemple, de Joël Zask, dans son livre, c'est un propos normatif. C'est-à-dire quelles seraient les conditions, et notamment les conditions physiques, les conditions matérielles, architecturales, d'une expérience démocratique sur les places de nos villes. Mais il est clair que si on regarde du côté du constat, c'est-à-dire de ce qui se produit aujourd'hui dans nos vies, on assiste effectivement à deux mouvements complètement contradictoires. Un mouvement de concentration du pouvoir, de l'autorité, dans des sphères sur lesquelles les citoyens n'ont absolument aucune prise, et avec un processus de désintermédiation où tous les corps intermédiaires, tous les dispositifs de représentation des citoyens s'affaiblissent, ce qui finalement conduit à une forme de soumission à des autorités sur lesquelles on n'a pas de prise. Et en même temps, ce dont rend bien compte le livre de Joël Zask sur quand la place devient publique, c'est qu'il y a hors de tout processus politique des citoyens qui s'assemblent, s'organisent, se réunissent autour d'un jardin, autour de la gestion de communs, autour de l'habitat partagé, dans des formes coopératives de relations les uns avec les autres, mais les deux mouvements sont complètement déconnectés. Et le lien entre les deux mouvements est en train de disparaître. C'est-à-dire que les institutions de la représentation sont en train, aujourd'hui, de mourir sous nos yeux, et ça, à mon avis, c'est particulièrement grave. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Loïc Blondiau, Joël Zask, mais vous avez l'occasion de le faire si vous voulez, mais je voulais avoir votre sentiment un petit peu justement sur le rôle de ces places. Parce qu'avec ce qu'on dit là, c'est-à-dire voir notamment avec ces mouvements qui ont été place de la République, qui ont été à Zuccotti Park aux États-Unis, à New York, on a vu à Place Tahrir, en Égypte, je prends volontairement des places qui sont très très différentes physiquement. On se dit, pourquoi est-ce que la place est ce lieu investi par les citoyens spontanément, en quelque sorte, pour protester, mais aussi pour réinventer des modes de vie et des modes d'action politique? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la vie politique démocratique peut être revitalisée ailleurs que sur les places. Ça n'est pas le lieu exclusif de l'expérience démocratique aujourd'hui, et les jardins constituent un exemple tout à fait important. Je reviens de Montréal, tout le monde est en train de jardiner en ce moment. Et puis on avait Gilles Clément en première partie, le paysagiste et jardinier Gilles Clément en première partie d'émission, donc évidemment c'est pas lui qui vous contredirait. Donc, mais de fait, il y a une pensée plus géographique aujourd'hui de la démocratie qui pointe le bout de son nez, et cette pensée plus géographique, je pense peut conduire à remédier à un certain nombre de défauts qui sont issus justement d'une conception un peu hors sol de la démocratie. Et cette conception hors sol est justement une conception spectatorielle de la démocratie, ce qui est très problématique. Mais ensuite, donc les places, je pense, ce sont des lieux où il y a de la place déjà, et donc c'est important. On assiste aujourd'hui à une disparition des lieux publics, des espaces publics dans la plupart des grandes villes. Et dans les villages, le sens du public a relativement disparu dans la mesure où les villageois sont souvent, à l'échelle de la planète d'ailleurs, remplacés par des gens qui ne cultivent pas la terre. Donc ça c'est un aspect. Et d'autre part, je crois que l'ancêtre des places que serait l'agora, ou qu'aurait été l'agora, est aussi un fort indicateur finalement d'un retour vers les places qui symboliquement semble immédiatement, spontanément associé à la vie démocratique. Or, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'était un peu le point de départ de mon livre, c'est que si tant est que l'agora a existé, nos places actuelles, celles que le passé nous a léguées, ne sont absolument pas des places forgées par des démocrates pour des pratiques démocratiques. Ce sont des places royales, ce sont des places impériales, ce sont des places fascistes, ce sont des places nationalistes, ce sont des places dont les commanditaires avaient une vision très précise du pouvoir et qui ont voulu des places à leur image, qui ont voulu des places
qui allaient relayer leur pouvoir, qui allaient servir de lieu d'ostentation de leur pouvoir. Ce sont des lieux de contrôle et d'observation dans le petit son voire qu'on a d'incarnation passé. du D'incarnation, peuple. Oui, absolument. Voire de réalisation même du peuple. Oui, c'est l'image d'Haussmann finalement qu'on a souvent, voilà, le baron Haussmann qui réforme Paris justement pour contrôler les mouvements populaires. Mais c'est aussi l'image de Mao Tse-tung, c'est l'image de Hitler, c'est l'image de Louis XIV, etc., etc. Donc en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que la question de savoir quelle serait une place imaginée par un régime démocratique pour des pratiques démocratiques, finalement, une question qui n'est pas posée. Donc, quelle serait cette place ? Voilà. Et c'est l'enquête, en quelque sorte, que vous menez en analysant les différents types de places et ce qu'elles disent du contrôle qui peut s'exercer par le pouvoir sur les citoyens. Loïc Blondiau, on a évoqué ce mouvement des places. C'est un mouvement que vous connaissez bien, notamment celui des Nuits debout. C'est aussi un endroit où sont exprimés, j'aimerais quand même, parce que vous avez parlé beaucoup du livre de Joël Zass depuis le début, vous avez quand même dirigé cet ouvrage, La démocratie des émotions, qui est donc un ouvrage collectif et qui s'intéresse véritablement à cette importance des émotions en politique, des émotions en démocratie, et notamment dans ce qu'on appelle la démocratie participative, un terme qui a eu son heure de gloire il y a quelques années, qui a apparemment un peu disparu, en tout cas des revendications et des pratiques politiques. Oui, alors le terme démocratie participative a été tellement dévoyé et galvaudé qu'effectivement de moins en moins de gens l'utilisent, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y ait pas de plus en plus de dispositifs mis en place par les autorités qui visent d'un certain point de vue à faire participer les citoyens. Et ce qu'on a essayé de dire dans ce livre, qui vise aussi à canaliser les émotions, à proscrire un certain type d'émotions, les émotions les plus conflictuelles, les plus dérangeantes pour l'autorité, et au contraire à promouvoir d'autres types d'émotions, c'est-à-dire l'émotion de l'être ensemble, du débat, l'amour du débat, etc. Donc on a essayé de passer en revue finalement ces démarches de démocratie participative descendante, mises en place par les autorités, qui essayent d'instrumentaliser les émotions, et aussi, et il y a un article par exemple dans ce livre sur la démocratie des émotions, sur le mouvement des indignés en Espagne, qui montre par Héloïse Ney, qui montre très clairement comment finalement ces mouvements ont aussi mis en place des dispositifs visant à faciliter l'expression des émotions, la libération des émotions, mais dans le sens d'un renforcement des capacités d'agir des citoyens. Et par exemple, les associations qui ont lutté contre les exclusions en Espagne, la plateforme qui a lutté contre les exclusions, qui est effectivement à l'origine du mouvement des indignés, organisait chacune de ces réunions de la manière suivante: des locataires expulsés a priori très éloignés de la parole publique, très éloignés de la mobilisation, étaient amenés à témoigner, et par ce témoignage finalement à s'engager, mais c'est aussi l'auditoire. Comme quoi la démocratie, elle est aussi faite de spectateurs, elle est aussi faite de gens qui réagissent. Et l'auditoire était amené aussi à partager cette émotion et évidemment à s'indigner. Et ce qu'on a essayé de dire, c'est que l'émotion, c'est un levier de l'action et de l'engagement politique, et finalement, elle ne s'oppose pas à la raison et à la délibération politique. À partir du moment où c'est quand même récupéré, j'allais dire, par le système politique lui-même, est-ce que ça n'enlève pas toute fraîcheur à ce renouveau? Au contraire, est-ce que c'est pas une façon de détourner ces émotions pour les instrumentaliser pour une politique plus traditionnelle? Oui, alors évidemment, on peut aborder cette question de la gouvernementalité des affects, en reprenant la notion de Foucault, et s'apercevoir qu'elle est à l'œuvre dans des tas de dispositifs de gouvernement, de manière très générale. Mais la bonne nouvelle en matière de démocratie participative, c'est que ça ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que, par exemple, quand la Commission européenne essaie de mettre en place des dispositifs de participation citoyenne qui visent à faire aimer l'Europe, les citoyens ne prennent pas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, il y a des processus dans ces dispositifs de subjectivation qui ne vont pas dans le sens attendu par l'autorité. Et ça, c'est effectivement ce qui fait l'intérêt et la valeur de ces démarches de participation. Et on retrouve votre ouvrage, Joël Zass, c'est-à-dire dans cette volonté de contrôle qui finalement échappe au pouvoir, parce que les citoyens, malgré le fait que la place de la République soit une place d'armes, malgré cette statue imposante au milieu, malgré le choix qui a été fait au moment de sa construction à la fin du 19e siècle, non pas d'en faire une place pour le peuple, pour apporter l'eau au peuple, mais plutôt une place de contrôle des mouvements populaires, malgré tout ça, ça reste quand même à Paris le lieu de départ des manifestations.
d'indignation d'un côté, et ce lieu qui a été investi par Nuit debout, c'est-à-dire par un mouvement dont on pourrait discuter évidemment des suites, de la pérennité, de l'importance réelle, mais en tout cas qui a manifesté la volonté de repenser un petit peu des formes démocratiques, des formes de la façon de se parler, la façon de donner la parole, évidemment, et de participer. Oui, alors effectivement, toutes sortes de mouvements ont eu lieu sur des places qui ont tenté de requalifier la place, sans se l'approprier, justement, et je crois que c'est important de le noter. Mais en même temps, disons, la question des places pose la question un peu de l'inconscient politique qui est le nôtre. Et donc, si les places, les commanditaires des places n'ont pas été démocrates, il se trouve que dans nos habitudes de pratique de citoyens, nous ne sommes pas non plus entièrement démocrates. Et souvent, nous adhérons, je pense, à des formes de vie politiques qui sont sinon antagonistes par rapport à la démocratie, du moins qui ne l'aident pas beaucoup. Et je pense par exemple que le vocabulaire qui avait été choisi, par exemple indignons-nous, bon d'abord je ne suis pas convaincue que l'auteur était un démocrate très convaincu, mais par ailleurs je pense que l'indignation, et ça on le voit très clairement lorsque on lit les rapports ou les interviews des acteurs des places de la Puerta del Sol, des places d'Espagne en particulier, c'est que l'indignation n'est pas tellement au rendez-vous. De quoi il parle? Il parle du plaisir de faire des choses ensemble, il parle énormément de la redécouverte de l'entraide, de leur ancrage dans le quartier, de l'organisation du village, de la question de l'alimentation. Et ce qu'il construit, c'est effectivement un village. Et ça, c'est une question qui est intéressante. Il en va de même des Nuits debout. Pourquoi Nuits debout? Ça fait contestataire, ça fait politique, ça fait peut-être viril, mais la réalité, ce sont des mouvements assis. Et donc, pourquoi appeler debout quelque chose qui est assis? Pourquoi? Et donc, je pense que tout ce vocabulaire aussi, bien sûr, c'est pas du tout une condamnation que je fais, parce que moi-même, je me situe dans une démarche qui est de clarifier mon inconscient politique et de me déplacer par rapport à toutes sortes de préjugés. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a quelque chose à gagner à penser justement ce qu'on appelait des nuits debout comme des nuits assises ou comme des journées assises, puisque finalement les nuits se passaient ailleurs que sur la place de la République. C'est très important parce que, sans entrer dans les détails, on pourrait effectivement placer l'expérimentation démocratique du côté de mouvements assis, dont les sit-ins sont peut-être l'ancêtre, tandis que tous les mouvements debout, finalement, dénotent une vision de la politique qui est différente, et je dirais qui est beaucoup moins propositionnelle que spectatrice. Et c'est l'un des objets de votre ouvrage, Joël Zask. Quand la place devient publique, publié aux éditions du Bord de l'eau, on est avec également Loïc Blondiot. On va parler d'émotions, la démocratie des émotions. C'était publié aux presses de Sciences Po. La grande table, Raphaël Bourgois. On parle donc démocratie, on parle revitalisation de la démocratie et donc de cette nouvelle façon peut-être, de nouvelles propositions pour retrouver une démocratie plus directe, moins représentative. En tout cas, c'est la proposition qui a été faite lors de ces nombreux mouvements de place qu'on a pu voir fleurir, émerger ces dernières années. Ça pose une question aussi, Joël Zask, que vous abordez dans votre livre, c'est est-ce que la démocratie a besoin d'un lieu spécifique? Dès le début, vous posez cette question en disant on pourrait avoir une idée de la démocratie comme un lieu vide. Le pouvoir est vide et donc il doit être rempli par les citoyens. Alors là, est-ce que la démocratie a besoin d'un lieu spécifique? Alors il y a peut-être deux manières de répondre à cette question. D'une part, évidemment, la critique de la démocratie hors sol est un petit peu au cœur de ce livre. Et je pense qu'effectivement, nous avons besoin de lieux pour nous rencontrer. Nous avons besoin de lieux pour exercer des relations de face à face. Et finalement, nous avons besoin de lieux pour réaliser l'altérité à la fois du monde et de l'autre et d'autrui. Et en ce sens, la démocratie comme interaction sociale me semble vraiment beaucoup mieux réalisée dans des lieux qui seraient adaptés à la rencontre, à la discussion, à la conversation ordinaire, comme le disait Gabriel Tarde, etc., à l'expérimentation partagée, voire au jeu partagé, voire à la confrontation ou la découverte d'autres groupes que de nous-mêmes, à la fois visuellement, olfactivement, auditivement, etc. Et ça rejoint la question des émotions, que sur des réseaux sociaux. Et donc, je pense que la pensée, disons, d'une relocalisation de la démocratie est aussi, d'une certaine façon, une tendance très forte aujourd'hui pour dénoncer, peut-être de manière encore
de manière inarticulée, je veux dire de manière prémonitoire, de dénoncer l'usage qui est fait des réseaux sociaux et les incitations très fortes que nous avons de tout faire à distance. Et là, je crois que c'est très important. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a évidemment l'autre vision de la démocratie qui serait effectivement un lieu où le pouvoir n'est nulle part parce qu'il serait en chacun d'entre nous, donc dont Claude Lefort a été l'auteur principal. Bon, ça pose aussi toutes sortes de problèmes qui sont à la fois, je dirais, institutionnels. Et ça n'est pas parce que le pouvoir ne se concentre pas en un lieu que le pouvoir ne doit exister en aucun lieu. Et l'enjeu aussi, je pense, de ce livre a été finalement de repenser les conditions auxquelles la citoyenneté serait aussi mise au service de la constitution, de la création de lieux physiquement existants, réellement existants, qui serviraient en quelque sorte d'ancrage à une vie commune. Cette fameuse quête de la place véritablement démocratique, Loïc Blondiot. Oui, alors très clairement, dans le livre de Joël Zask, comme dans ses livres précédents, je pense notamment à La démocratie au champ, où il y avait une sorte de modèle comme ça, d'idéal agricole de la démocratie, il y a cette idée vraiment très forte selon laquelle la démocratie, elle doit s'ancrer quelque part. Et je pense pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que en fait, c'est dans cet ancrage que l'on peut agir, que le citoyen à l'échelle individuelle peut agir. C'est-à-dire qu'il peut expérimenter véritablement la capacité à changer les choses, à changer son environnement. Il y a un point auquel cet idéal démocratique que revendique Joël Zask ne répond pas. C'est quid finalement de la gestion des conflits et de ces citoyens qui ne veulent surtout pas être avec certains autres qui veulent surtout les fuir. Et la démocratie, cette fois-ci au sens institutionnel, celle qui passe par la représentation, celle qui passe par les institutions, c'est quand même le moins mauvais moyen que l'on ait trouvé pour coexister sans s'entretuer. Parce que ce que présuppose ce modèle champêtre ou villageois de démocratie, c'est quand même une capacité à vivre avec les autres, c'est-à-dire une promiscuité qui peut être extrêmement pesante. Or, je peux ne pas vouloir vivre, agir et faire quoi que ce soit avec des gens dont je ne veux rien entendre, ni auxquels je ne veux rien apporter, ni rien devoir. Et il faut un cadre politique pour que l'on coexiste néanmoins. Et le cadre politique le moins mauvais, finalement, c'est quand même la démocratie. Joël Zask. Oui, alors évidemment, cette démocratie locale ou relocalisée n'est pas le tout de la démocratie, ou du régime politique qu'on appelle la démocratie. Ça, je le conçois très bien. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut différentes gradations de pouvoir et niveaux, stratification de lieux de pouvoir dans la démocratie, comme le disait très bien Jefferson. Mais ce qui est intéressant avec le local ou la relocalisation des activités, que ce soit dans un jardin, sur une place ou dans la rue d'ailleurs, c'est que justement... on y apprend quelque chose. Et l'idéal démocratique de Jefferson était justement fondé sur le fait qu'il y a dans la relation justement à la culture de la terre quelque chose qui est fondamentalement éducatif. C'est-à-dire, si le citoyen est le plus vertueux, c'est le cultivateur, c'est parce que justement, il s'occupe de son affaire, il la gère de A à Z, il en a une claire conscience, il conduit son travail du début à la fin, ce qui fait qu'il a une grande signification pour lui, etc., etc. Et donc, c'est cette relation dialogique, finalement, avec son environnement, qui le prépare à la citoyenneté. Je dirais qu'avec les places, c'est la même chose. Maintenant, que les places ne soient pas des lieux où se croisent la plupart des gens, où les différentes parties d'une population présente dans un même espace urbain, par exemple, ça c'est un problème qui est généré par l'évolution de la ville elle-même. Et ça c'est justement aussi l'un des écueils finalement de l'adossement de la démocratie à des formes industrielles, c'est-à-dire à des formes de rationalisation des espaces, qu'on peut appeler zonage, qu'on a appelé fonctionnalisme, qu'on a appelé aussi architecture progressiste, dont nous avons de grands représentants, la personne de Le Corbusier par exemple, mais qui, avec la charte d'Athènes. Donc là, l'idée que la ville ne peut évoluer, ne peut devenir moderne que dans la mesure où les espaces vont être hyper spécialisés, monofonctionnels, rationalisés, que finalement toutes les fonctions humaines... Des espaces pour se déplacer, des espaces pour consommer. Voilà, c'est ça. Et donc là, en l'occurrence, ce sont des processus qui ont généré l'intolérance, plus que qui n'ont répondu à l'intolérance. Donc je crois que, pour terminer, sur la place d'Athènes, par exemple, l'Agora, était une place biscornue, c'était une place
qu'on a comparé au salon, finalement, à l'Atrium. C'était un salon en plein air. Et là, tout le monde se croisait sur cette place. On y trouvait à la fois, d'ailleurs, des femmes et des esclaves, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. On y trouvait bien sûr des citoyens et des philosophes, mais on y trouvait aussi des saltimbanques, des prêtres, on y trouvait des marchands et des clients, on y trouvait des enfants qui jouaient, on y trouvait toute la population d'Athènes. Donc là, en l'occurrence, penser un lieu public, c'est penser un lieu, justement, non exclusif, non spécialisé, qui est pour tout le monde. Et ce qu'on a remarqué, d'ailleurs, de manière très empirique, c'est que quand on exclut une population d'une place, alors à ce moment-là, la place meurt. C'est très curieux, mais empiriquement, c'est ce qu'on vérifie. Antoine, merci. Bon, je continue un peu à faire le sceptique. Ce que vous dites, évidemment, on l'entend très bien sur un mode sociologique, effectivement, rétablir des relations entre les gens du fait que chacun se retrouve dans son coin, notamment en raison du développement des réseaux. Mais si on prend maintenant la chose du point de vue proprement politique, par exemple, Nuit debout, qu'est-ce que ça a donné concrètement comme prise de pouvoir sur ce qui se passe dans la politique française, par exemple? Quel est le résultat concret, si ce n'est d'avoir finalement peut-être contribué ou été transformé en marche? La place Tahrir, n'en parlons pas. On a l'impression qu'il y a quand même, sur le plan de la prise sur les événements qui concernent quand même tout le monde, une carence, en tout cas une incapacité à embrayer sur le réel collectif. Est-ce que vous pouvez donc nous dire si vous avez le sentiment quand même qu'il en est resté quelque chose de concret, et quoi? Je suis pas sûr que tous les Nuits debout se reconnaissent dans l'actuel président Emmanuel Macron. Antoine, merci, mais c'est pas la première fois que je vous entends développer cette idée. Mais c'était pour dire que c'est pour dire justement que c'était pas la même chose. Voilà. Même le contraire. Bon, mais d'abord, Nuit debout est un mouvement qui s'est fédéré avec beaucoup d'autres, et c'est plutôt la masse du mouvement des places, ce qu'a représenté ce mouvement en général, qui a créé un public international qui me semble absolument fondamental et changer éventuellement la donne. C'est-à-dire que ce public international, effectivement, il existe là presque quasiment à l'échelle de la planète, et les mouvements se sont mis en réseau et se sont rencontrés les uns les autres. Donc la Nuit debout, on ne peut pas l'isoler de ce contexte, et on a des mouvements quand même qui durent depuis aujourd'hui une dizaine d'années quasiment. Donc le mouvement n'est pas ponctuel, il est long. Finalement, on est déjà dans une moyenne durée, ce qui est très important. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, encore une fois, je pense que d'une part, ce que Guattari appelait les tentatives microscopiques peuvent jouer un rôle fondamental dans l'histoire. Ça n'est pas parce qu'un mouvement a une durée de vie relativement limitée qu'il n'a pas d'impact, mais ça, c'est les historiens qui nous le diront, ou nous autres citoyens, en fonction de l'ampleur que nous voudrons lui donner à ce mouvement. Il en va de même dans les œuvres d'art, c'est nos jugements sur les œuvres qui les plébiscitent et leur permettent d'accomplir leur voyage public. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il y a un voyage public de cette expérience-là qui va compter, qui compte déjà, et qui comptera de plus en plus, étant donné que finalement les alternatives sont assez limitées, et que je pense que la relocalisation d'expériences démocratiques dans des lieux créés en commun est une bonne solution à tous les problèmes, qu'ils soient environnementaux, politiques ou économiques qu'on vit aujourd'hui.